Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en ce début mars. Donc on commencera comme d'habitude par un rapide résumé macro de la semaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on ira voir mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence où je vous montrerai toutes mes positions et en même temps, je vous montrerai sur TradingView les zones clés que j'attends pour me renforcer avec une vision long terme pour chacune de mes sociétés. Et pour terminer, rapide tour sur mon tableau à dividendes pour cette année 2025. Au mois de février, pas de versement de dividendes pour mes entreprises, mais on verra où c'est que j'en suis pour cette année 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti. On va commencer avec les statistiques économiques du côté des États-Unis de cette semaine. Je vous ai mis donc la confiance des consommateurs. Intéressant à regarder. Ça nous permet de voir si le consommateur a confiance dans l'économie américaine, sachant que la consommation des ménages est très importante dans l'économie américaine. Donc à regarder de près. Donc bien plus faible que prévu, 98,3 et bien plus faible aussi que le mois précédent qui était à 105,3. Donc on voit une confiance qui est en train de se dégrader aux États-Unis, pas encore la catastrophe, mais à surveiller de près. Ensuite, on a eu le PIB, première estimation pour le quatrième trimestre aux États-Unis, donc 2,3 comme les prévisions, baisse par rapport au trimestre précédent qui était à 3,1, mais j'ai envie de dire encore solide, 2,3% avec des taux encore très élevés au niveau de la Fed. On a toujours une économie assez résiliente pour le moment. Ensuite, les inscriptions hebdomadaires au chômage, une petite hausse, 242 000, prévu 222 000, la semaine dernière 220 000, donc on voit aussi une petite hausse du chômage, mais rien d'inquiétant, bien évidemment, pour le moment. Et la dernière stat que je vous partage, c'est les dépenses des ménages. Pareil, très important, la dépense des ménages, ça vient avec la confiance du consommateur. Et on voit que pour le mois de janvier, moins 0,2%, c'était prévu 0,2%. Et le mois précédent à 0,8%. Je vous ai mis le petit graphe en dessous pour que vous remarquiez que depuis janvier à peu près 2023, donc ça fait 2 ans qu'on était toujours positif sur ces dépenses des ménages. Et là, on est revenu négatif, donc ça fait un long moment qu'on n'était pas repassé en dessous des zéros. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelques signaux très légers. C'est pas une chute du PIB, c'est pas un chômage à 5% par exemple, mais c'est des petits signaux par-ci, par-là, qu'on voit un ralentissement progressif de l'économie américaine. Donc ça va être à surveiller de très près durant les prochaines semaines au niveau des statistiques. On verra bien évidemment aussi l'inflation. Donc voilà. Et on va parler rapidement de cette scène lunaire qui s'est passée à la Maison Blanche vendredi soir. J'avais jamais vu ça. J'étais scotché sur mon canapé entre Trump et Zelensky. Toute la planète a vu ces échanges. Alors, quoi en penser? Voilà, c'est compliqué, le contexte est compliqué. On a un président américain, oui, c'est business. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est signer l'accord, arrêter d'envoyer de l'argent
en Ukraine, et Zelensky qui est parti énervé de la Maison Blanche, mais aussi on peut le comprendre, c'est son pays qui a été attaqué, il essaye de peut-être faire au mieux, même s'il n'est peut-être pas de tout reproche, bien évidemment, mais c'est compliqué, il faudrait, je vais vous donner mon point de vue personnel, même si on aura peut-être le temps. On faudra qu'on en reparle le week-end prochain parce qu'il risque d'y avoir des conséquences, je pense, sur ces échanges. Comment vont réagir l'Europe, Poutine et aussi peut-être Trump. Est-ce qu'il va remettre une couche? Est-ce qu'il va faire un mea culpa et essayer de temporiser? Mais mon point de vue, c'est que malheureusement, je pense que l'Ukraine a perdu la guerre. Ils vont être obligés d'offrir ces terres rares aux États-Unis qui, quand même, faut le rappeler, a donné quand même énormément d'argent. Donc ça fait partie des négociations. Il faut que Zelensky l'accepte. Et je pense que la Russie, les territoires qu'ils ont gagnés, ils vont les garder. Et nous, les Européens, peut-être qu'il y a des deals sur la reconstruction de l'Ukraine. Donc faut vraiment que cette guerre cesse, je pense, pour tout le monde. Zelensky aura, entre guillemets, perdu, mais c'est le prix à payer, je pense, pour la paix dans la région. Voilà, c'est comme ça. On va voir la suite, on va suivre ça de près et surtout comment les marchés peuvent réagir la semaine prochaine suite à cette scène lunaire quand même dans la Maison Blanche, dans le bureau ovale, un échange entre deux présidents. En plus, il y avait le vice-président avec Trump. Voilà, j'étais mal à l'aise pour Zelensky, mais voilà, c'est comme ça. On verra bien la suite. On aura le temps d'en reparler, je pense, le week-end prochain. Donc passons maintenant à la zone euro. Donc je vous ai mis l'inflation qui était en début de semaine, l'IPC core, l'IPC annuel. Donc comme les prévisions, on est sur une inflation core de 2,7%. Donc on n'est pas encore au target des 2% de la BCE, mais 2,7%. On va dire que c'est plutôt correct, pas d'inquiétude. Ça stagne, ça ne baisse plus trop, mais ça ne augmente pas trop non plus. L'inflation globale 2,5 comme prévu, le mois dernier était à 2,4. Donc on va dire tant que ça ne repart pas vers les 3%, ça va entre guillemets. Maintenant, vu l'économie européenne qui est toujours au ralenti, je vous ai pas mis le PIB allemand, mais qui est encore négatif. Donc, heureusement, j'ai envie de dire que l'inflation ne repart pas. Donc, c'est plutôt entre guillemets une bonne nouvelle pour une poursuite de la baisse des taux de la BCE. Maintenant, la question à se poser, c'est avec la Fed, est-ce que la Fed va baisser ou ne va pas baisser? Est-ce que l'euro-dollar va rechuter si la BCE baisse les taux et avoir un spread entre les taux européens et américains trop grand? Ça va être aussi à suivre de près, donc affaire à suivre. On verra le week-end prochain si on a un impact aussi sur ces taux d'intérêt. Je vous ai mis au niveau de la France, PIB de la France, donc pour le quatrième trimestre, moins 0,1%. Donc voilà, c'est très pauvre. 0,4 le trimestre précédent, donc comme prévu, moins 0,1%. Je pense que le premier trimestre 2025 ne va sûrement pas être très bon non plus. On verra bien ce qui va se passer. Ça nous fait un PIB français en T4 rythme annualisé de 0,6%. Donc voilà, c'est pas la récession, mais on n'en est pas loin. On voit les PMI chaque week-end presque qui sont plus mauvais les uns que les autres. Donc c'est quand même tristouner l'économie française. Maintenant, je vais vous montrer juste après. Là, je tourne la vidéo vendredi soir, donc peut-être normalement, il y a la décision de Standard & Poor's pour la notation de la dette de la France. Donc, est-ce on va avoir un impact sur les marchés la semaine prochaine? Ça va être à suivre. L'affaire Trump-Zelensky aussi à suivre de près s'il y a un impact et la suite des événements. Sans oublier, bien sûr, la guerre commerciale
des États-Unis et de Trump qui continue avec le nouvel épisode de la taxe des tarifs douaniers pour la zone euro. Alors on a l'habitude avec Trump, il lance le pavé dans la mare, ça éclabousse un peu et on a la date avec une période de négociation sûrement début avril pour acter ou pas cette hausse des tarifs douaniers. Donc affaire à suivre durant le mois de mars, comment ça va être géré. Donc je pense que les négociations vont se porter sur le pétrole américain et le gaz pour la zone euro. Donc on verra bien. On connaît maintenant la stratégie de Trump. Il tape fort sur la table avec des annonces fracassantes après négociation. Donc on verra la position maintenant de la zone euro. Mon avis sur ce sujet, c'est que je pense, à force de vouloir augmenter les tarifs douaniers à tous les pays de presque du continent pour Trump, j'ai l'impression qu'il veut se mettre entre guillemets à dos tout le reste du monde, se recroqueviller sur lui-même, et je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Parce que tout est interconnecté, que ce soit les États-Unis avec l'Asie, voire l'Europe. Donc affaire à suivre, on suivra aussi bien évidemment les statistiques qui peuvent en découler, que ce soit de la zone euro et des entreprises qui exportent aux États-Unis, et bien évidemment aussi peut-être une augmentation de l'inflation aux États-Unis. Donc je vous ai mis le calendrier des agences de notation pour la note souveraine de la dette de la France. Donc 28 février, Standard & Poor's. Donc quand vous allez voir la vidéo, il y aura eu sûrement la note de sortie. Ce qui est important de suivre, c'est surtout si on a été dégradé. Personnellement, je pense qu'on va rester comme ça, mais ce qui est important, je vous ai mis la signification de la note. On voit que sur toutes les agences, on est AA-. Donc AA-, ça correspond au bas de la catégorie haute qualité. Donc si on est dégradé par Standard & Poor's, par Moody's ou par les autres, on passera dans l'autre catégorie qui est la qualité moyenne supérieure. On sera en haut de la qualité moyenne supérieure. Mais le problème, sauf si le marché a pricé qu'on allait être dégradé, mais je pense pas. Mais le problème, c'est si on baisse, et bien évidemment, il y a des fonds qui achètent exclusivement les dettes des pays qui sont haute qualité, ne pourront plus acheter la dette de la France. Donc ça, on verra bien ce qui va se passer si on est dégradé. Est-ce que les taux d'intérêt du 10 ans français vont flamber ou pas? Est-ce que le spread avec l'Allemagne va s'écarter encore plus? Je n'en sais rien. Maintenant, j'ai envie de dire que les agences on devrait être dégradées depuis longtemps, vu qu'on n'est pas le seul pays de la zone euro qui ne respecte pas les règles, mais on est quand même pas mal au niveau on va dire des règles fixées par la zone euro, que ce soit de la dette, etc. Donc affaire à suivre. Je vous ai mis ça, comme ça vous pouvez le garder pour voir qu'au mois de mars, il y aura Fitch, au mois d'avril, Moody's. Donc on verra bien ce qui va se passer au niveau des marchés obligataires. Donc je vous ai mis le calendrier pour la semaine prochaine des résultats des sociétés françaises. Il y a encore un peu de sociétés qui continuent de publier. On aura par exemple EuroAPI lundi, Thales mardi, mercredi il y aura Dassault Aviation, Score, Neuron ou encore Atos, Bonduelle. Jeudi on aura Bouygues. On aura la Française des Jeux, SPI, Euraseo, Vivendi, Air France, donc pas mal de monde. Et puis vendredi, Biomérieux, donc il y a encore des résultats à suivre. Pour moi personnellement, parce que j'ai pas mal de ces entreprises dans mon portefeuille, que ce soit long terme ou court terme. Donc je vais encore suivre ça de près la semaine prochaine. Allez, on va passer rapidement sur TradingView pour voir les graphes que je vous montre tous les week-ends. Donc on en a parlé du rendement obligataire 10 ans français, à suivre si on est dégradé, si on remonte et qu'on casse par exemple les 3,30 ou
au contraire, si on n'est pas dégradé, peut-être qu'on aura une détente sur le rendement du 10 ans français. Affaire à suivre. Donc cette semaine, bon bah on est reparti à la baisse. On avait fait une hausse la semaine dernière de 2,62. Là on a fait 2,70. On revient comme la semaine dernière. On va regarder rapidement le spread aussi avec l'Allemagne. Parce que là, on avait vu le week-end dernier bon, bah, qu'on avait fait une énorme poussée sur le spread. Parce qu'on était à 0,63, on est monté à 0,76. Là, calme plat, on est au même niveau. Donc, à suivre la semaine prochaine et on verra le week-end prochain si il y aura une conséquence sur la notation de Standard & Poor's, sur la note souveraine de la dette française. Rapidement, le 10 ans américain qui continue sa baisse, donc on a vu les statistiques aussi économiques qui sont, on va dire, qui ralentissent un peu avec l'économie, donc le 10 ans se détend, on verra l'inflation prochainement, voilà, rien de particulier à dire non plus là-dessus. Le pétrole, pardon, qui continue aussi sa baisse, on va bientôt arriver sur une très très grosse zone de support. Je vous rappelle que les graphes, je vous les fais en données hebdomadaires pour vraiment avoir une vision assez large. Donc on voit la zone entre 70 vers les $70 le pétrole. On va peut-être y venir, on va voir ce qui s'y passe. Là aussi, ça va avoir un enjeu sur les marchés, sur l'inflation, etc. Donc affaire à suivre. Ça fait des semaines qu'on est sur des bougies rouges, donc une détente du pétrole. Affaire à suivre. Et on va finir avec l'euro-dollar qui repart un peu à la baisse. On voit très bien maintenant notre zone de résistance des 1,05, très clair. Zone de support 1,02. On va voir aussi est-ce que avec les statistiques économiques peut-être un peu plus faibles que prévu des États-Unis, ça pourrait peut-être refaire partir l'euro vers le haut. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, affaire à suivre et rendez-vous le week-end prochain pour voir s'il y a du changement et de la volatilité sur cette paire euro-dollar. Donc voilà rapidement ce tour rapide parce qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. On verra le week-end prochain si on a des surprises ou pas sur ces graphes. Donc c'est parti pour l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40. Je me suis mis en mensuel pour voir la bougie du mois de février qui est très belle, hein. Très belle, plus 2,03. Donc après la bougie de janvier à presque plus 8%. Toujours très positive sur le CAC 40. On fait une petite méchote, mais rien d'inquiétant avec la performance du mois dernier de presque 8%. Donc j'ai envie de dire pour l'analyse mensuelle, rien à signaler, très positif. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont tout haussières, la 10, la 20, la 50 et la 200 mensuelle. Le RSI mensuel, pareil, a cassé sa petite moyenne mobile le mois dernier, très positif. On a encore énormément de place pour aller dans la zone de surachat au niveau du RSI. Donc très positif sur le mensuel, même les bandes de Bollinger. On a encore de la place pour aller chercher la borne, aller taper la borne haute. Donc rien à signaler de particulier, plutôt très positif en données mensuelles. On voit aussi que le canal qui est tracé ici, on est un peu au milieu. On peut peut-être aller à 8000, 8005 dans les mois à venir, je n'en sais rien. Mais voilà, le canal avec la résistance et le support tient toujours au niveau du mensuel sur le CAC 40. On va se mettre en hebdomadaire pour voir cette semaine. Donc cette semaine, bougie rouge encore. La semaine dernière, on fait moins 0,29. Cette semaine, moins 0,53. Donc, c'est pas non plus de la volatilité extrême, hein. Rien d'inquiétant. Après, surtout quand on voit les bougies hebdo des semaines précédentes, on est revenu dans les bandes de Bollinger. On est encore très loin de la moyenne mobile 10 hebdo. Donc, c'est un CAC 40 qui est en petite respiration depuis 2 semaines, mais qui est bien organisé. S'il n'y a pas de prise de bénéfices, il y a des rotations sur certains secteurs.
Des fois, les fonds vont vers le luxe, vers les bancaires, vers la défense, vers la santé, vers les défensifs. Ça dépend des jours. Donc, c'est plutôt bien ordonné. C'est plutôt très positif sur le CAC 40 pour le moment. En hebdomadaire, pareil, les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 sont en soutien. Le RSI n'est pas encore en zone de surachat, se replie un petit peu, mais rien d'inquiétant. Pour le moment, en hebdomadaire sur le CAC, les zones, c'est toujours les mêmes, de toute façon. 8000 points pour la vraie zone de support. Où on pourrait revenir tranquillement à 8000 points, que la configuration technique serait toujours très belle. On pourrait venir là pour retenter peut-être un nouveau record. Affaire à suivre. A contrario, la résistance vers les 8240 avec un nouveau ATH sur peut-être le CAC 40. Voilà l'enjeu de la semaine prochaine sur le CAC 40. On va se mettre en journalier pour voir de plus près. En journalier, j'ai tracé une sorte de drapeau, de canal baissier, de respiration, de consolidation très saine. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt bien ordonné, c'est pas des énormes bougies, même si là on fait moins 1,17 mercredi, mais on revient tranquillement. On voit qu'on lâche pas. Voilà, par exemple, on n'a pas fait encore 2 bougies rouges de moins 1% ou moins 2%. On voit que les jours d'après, c'est plutôt serein sur le marché, même si aux États-Unis, il y a plus de prises de bénéfices en ce moment que sur le CAC, et le CAC ne se laisse pas emporter par les indices américains, donc c'est plutôt très positif et surtout très costaud au niveau du CAC 40. Les résultats d'entreprise y font aussi, parce que dans l'ensemble, c'est plutôt pas si mal que ça, je pense, sur les sociétés du CAC 40. Je pense qu'il y a plutôt eu des bons résultats salués par le marché que le contraire. Donc, affaire à suivre. On verra bien. Il reste, comme on a vu, encore quelques publications. Et puis après, on verra quel catalyseur pourrait nous faire un nouveau record sur le CAC 40. Et à contrario, quel catalyseur, on va entre guillemets, mauvaise nouvelle, pourrait nous faire casser les 8000 points qui, je vous le rappelle, on avait cette zone intermédiaire ici avec le gap qui était à 8092, qui a été cassé la journée de mardi. On a réintégré. Vendredi, on était parti bien bas, mais au final, on fait une belle journée positive. On fait plus 0,11 alors qu'on était presque à moins 1, je crois, à l'ouverture. Donc, on suit ce canal. J'ai envie d'enlever cette zone. On va laisser un peu plus large sur les zones à surveiller pour la semaine prochaine. 8000 points support. Résistance, là oui, 8200 avec peut-être un nouvel ATH. Et pour le moment, dans le petit drapeau, on pourrait très bien avoir une config comme ça et revenir peut-être là et casser ce canal. Ça va être à surveiller. Donc pour conclure sur le CAC 40 et les zones que je vais surveiller la semaine prochaine, c'est déjà dans l'immédiat, si on casse cette résistance oblique baissière qu'on voit très bien aussi en 4 heures. On voit on a ici 3 points d'impact, presque 4 avec la clôture de vendredi. Et à la baisse, pareil. Donc, très cohérent ce petit canal baissier. Donc, pour conclure sur le CAC, si on casse la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10, peut-être qu'on va retourner vers les 8240. A contrario, si on est toujours dans le canal baissier la semaine prochaine, pas d'inquiétude tant qu'on tient les 8000 points. Si on casse les 8000 points, là, ça commencera pas à être catastrophique, mais peut-être qu'on aura une phase de correction un peu plus profonde, aller combler par exemple ce cap à 7009, revenir vers la moyenne mobile 50 journalière, parce que là, on était limite sur la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 10 est devenue baissière, donc ça fait déjà un moment qu'elle était bien haussière, cette moyenne mobile 10, donc il y a quelques tout petits signaux négatifs sur le CAC, mais dans l'ensemble, toujours très positif sur du moyen terme. Donc, affaire à suivre. On verra bien le week-end prochain pour refaire un point complet sur le CAC 40. RSI, rien à signaler entre le 50 et la zone de surachat. Donc, positif aussi au niveau du RSI. Donc, on va passer à mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence. Au niveau du portefeuille global, un peu plus de 34 000 euros, énormément de cash de disponible avec un peu plus de 9 000 euros et une plus-value latente d'un peu moins de 1400
euros. Je vous rappelle, mon portefeuille est composé de mes actions dites long terme à dividende et de mes actions que je vous fais aussi le suivi chaque week-end, plutôt court terme, swing, pour essayer de grappiller quelques pourcentages sur des configurations techniques que je trouve intéressantes. Donc, au niveau de mes actions court terme, je vous rappelle que j'ai le BX4, j'ai Biomérieux, Bouygues, Dassault Aviation, Eramet, Interparfums, Kering. Je suis rentré cette semaine, je vous en reparlerai dans ma vidéo du bilan de mes trades pour le mois de février que je vous posterai début de semaine. On fera un point aussi sur les gains, les pertes, etc. de mes trades plutôt court terme. J'ai aussi la Française des Jeux, Neuron, il y a aussi Safran, SPI, Trigano, Valorec, Veolia. Donc voilà au niveau plutôt sur du swing, sur du court terme. Pour tout le reste, c'est vraiment des actions que j'ai sélectionnées par rapport à leurs fondamentaux, à ma stratégie, avec un dividende, etc. Donc on est dans la période aussi des résultats d'entreprise, donc je surveille de très près les résultats, les perspectives. Peut-être que j'arbitrerai quelques sociétés, peut-être au mois de mars. On verra ensemble dans ma prochaine vidéo début avril si j'ai sorti des sociétés ou pas, si j'en ai rentré d'autres. On verra ensemble le mois prochain. Ce que je vais faire maintenant, pour les personnes qui veulent regarder les chiffres de plus près, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Maintenant, je vais switcher sur TradingView pour toutes mes actions dites long terme à dividende et ajuster les zones techniques qui m'intéressent pour me renforcer pour chacune d'entre elles. Donc, on va commencer avec Air Liquide. Donc Air Liquide, on est revenu, on voit très bien la résistance des 178. J'ai loupé le point ici vers les 153 il y a quelques semaines, début janvier. C'est dommage, c'est comme ça. Maintenant, on va patienter. Je vais pas me précipiter sur Air Liquide ici. Je vous rappelle, les droites verticales sur les graphiques, c'est les semaines où j'ai pris ces actions dans mon portefeuille. J'avais commencé en septembre 2021, j'en ai repris en février, juin, et après, j'ai vu qu'elle était partie sur une tendance haussière. J'ai attendu un repli. J'aime bien la moyenne mobile 200 hebdo sur Air Liquide. On voit qu'il joue bien son rôle de support dynamique. Je pensais peut-être qu'on allait aller plus bas ce début d'année. Ça a été l'inverse. On a fait un gros retour presque sur un nouvel ATH sur le CAC. Voilà, j'ai loupé, c'est pas grave. Maintenant, on va attendre parce que la config peut bien déboucher sur un range. Voilà, sur un range et retourner vers les 155 euros fin d'année 2025 sur un liquide. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être enlever cette zone. On va ajuster un peu, voilà, ici. Donc, j'attends, j'ai loupé le train pour le moment pour me renforcer. Pour moi, 155 euros au niveau d'Air Liquide. De toute façon, on est toujours très neutre. On n'a même pas encore cassé les 178. Donc là, on est sur des niveaux quand même de mars 2024. Donc elle n'a pas bougé réellement. Elle est toujours neutre. Donc on va attendre. Si par exemple, on casse dans quelques semaines, on ajustera. Peut-être qu'on 168 sera plus intéressant. La moyenne mobile va aussi suivre les cours. Donc voilà sur Air Liquide. Personnellement, la zone technique que j'attends pour me renforcer, 154 euros à faire. À suivre. On continue avec Amundi. Amundi, on a la zone de résistance des 70,55. Pareil, Amundi, si on dézoome, c'est très clair. C'est pas Air Liquide, c'est pas une valeur de croissance. C'est pour entre guillemets son dividende et son secteur de la finance que j'aime bien Amundi. Quand on arrive vers le haut des 76, c'est plutôt une zone de résistance. Quand on vient vers le bas, vers les entre 50 et 56, ça me paraît plus intéressant d'accumuler du Amundi. Donc c'est pour ça que j'attends pareil vers 56, peut-être dans cette année ou pas dans cette année. On verra bien s'il y a une rotation et peut-être que le secteur de la finance va être plutôt délaissé dans la deuxième partie de l'année 2025. Affaire à suivre, on verra bien. Donc je garde ma zone des 56. De toute façon, techniquement, c'est très neutre.
On est entre le support déjà dans l'immédiat des à peu près 60 euros, résistance 70,55. On est en dessous de la résistance. Donc je laisse fond de portefeuille, je touche le dividende qui est assez conséquent sur Amundi. Donc affaire à suivre. Je laisse tranquillement pour un retour, on va dire, vers les 56 qui pourrait être intéressant. On continue avec OB. Donc OB, c'est la même chose. On est sous la zone de résistance des 46,25 pour les zones qui peuvent être intéressantes, 38, 35 sur un retour. On voit que malheureusement la moyenne mobile 200 hebdo est plutôt maintenant en résistance dynamique. Elle est encore plate, mais si elle redevient baissière, attention, on a quand même corrigé la vraie tendance baissière qui s'était enclenchée sur OB, et maintenant on est plutôt neutre à tendance peut-être haussière. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir à 38 et pouvoir tracer une oblique. Pour le moment, c'est pas le cas. On n'a que 2 points de contact, donc revenir par là. Et ça, c'est pour moi une zone que je vais surveiller durant cette année 2025 sur OB. Un retour peut-être vers les 38. Donc je laisse mes 2 zones ici d'intérêt sur le titre, 38-35 pour cette année 2025. Ici à 45, elle ne m'intéresse pas vraiment, sauf si bien évidemment on ajuste. Si OB dans les prochaines semaines casse les 46 et va, je sais pas, à 55, et on ajustera. La zone peut-être qui pourrait être intéressante, ça sera à 46. Mais pour le moment, elle est sous résistance, donc je patiente tranquillement. On continue avec AXA. AXA, pareil, elle n'arrête pas. Elle est toujours dans ce canal haussier. Mon PRU est excellent, mais mon exposition à AXA est assez faible. J'en avais pris en juin 2021, février 2022, sur des prix aux alentours des 23-24 euros. Là, elle est à 37. J'aimerais bien un retour vers les 29-30. Est-ce qu'elle va y revenir dans un futur proche? Je n'en sais rien. Après, c'est pareil, c'est une assurance. Si on dézoome un peu, on voit que ça peut faire des grands swings. Donc, affaire à suivre. Les résultats ont été plutôt très bons, plutôt bons, surtout bien accueillis par le marché. Donc, pas d'inquiétude, je pense, pour l'avenir d'AXA. Maintenant, j'attends une consolidation un peu plus profonde. Si on regarde, j'ai surveillé AXA, mais pour moi, ces baisses là, c'était pas assez. Elle peut refaire ça, mais même si elle vient à 34, acheter AXA à 34 euros ne m'intéresse pas. 30 à réfléchir, et en dessous pourrait être potentiellement très intéressante avec son rendement sur dividende qui est aussi très intéressant. Donc sur ces niveaux, pour conclure sur AXA, vers les 38 euros ne m'intéresse pas pour accumuler sur la société. On continue avec Capgemini. Alors Capgemini, 2 semaines épouvantables. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, on fait presque moins 12 et cette semaine, moins 9. On invalide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 12 semaines en 2 semaines. Donc c'est vraiment pas joli sur Capgemini. C'est pas joli. On avait ce canal baissier. Et au final, on est revenu pile sur la résistance. Et là, on est en 2 semaines sur le support. La zone des 155, qui était une grosse zone de support dans le passé, qui avait déjà été mise à mal début décembre. Là, on a tout enfoncé. Donc, j'ai envie de dire, attention. Faudrait voir vers les 140, 60. Après, Capgemini, j'en avais pris sur ces zones en mai 2023, 155. Donc j'attends pareil. Si on revient à 140, ça sera à réfléchir pour Capgemini. Le RSI, c'est vraiment pas top. La moyenne mobile 200 et maintenant une résistance dynamique. Donc pour le moment, ça prend pas vraiment un beau scénario pour les prochaines semaines sur Capgemini. Donc on va suivre ça. Pour les personnes intéressées par Capgemini, faut attendre maintenant une stabilisation. Parce que vu la vitesse où c'est parti, je pense, attendez peut-être 140. Après, il faut voir si elle se stabilise à 149. Si vous croyez en Capgemini pour le long terme, ça me paraît pas déconnant avec un portefeuille diversifié, bien évidemment, d'en prendre à 149. Par exemple, quand même, 149, ça fait une baisse de 34% sur les plus hauts qui était il y a un an. Donc ça fait quand même une forte baisse. Rien ne dit qu'elle va pas encore baisser de 34%, ça c'est sûr. Mais déjà, je pense que c'est plus
plus intéressant de la prendre à 149 que de la prendre à 224. Alors les perspectives ont changé par rapport à l'année dernière, bien évidemment, même les résultats sont moyens, mais je crois toujours en Capgemini pour le long terme, son business, etc. Donc affaire à suivre. Pour moi, ce que je vais surveiller maintenant, c'est les 140,60 €, voir si peut-être la semaine prochaine on a un rebond et on repasse encore au-dessus des 155, comme ça a été le cas en mois de novembre-décembre. Donc affaire à suivre sur Capgemini et on va réfléchir peut-être, je pense pas dans les médias, mais on en reparlera début mars pour voir où elle en sera, Capgemini, et on verra si c'est l'occasion d'en reprendre ou pas. On continue avec Danone. Bon bah Danone, pareil, très belle tendance haussière. Danone, j'en avais pris sur ces niveaux. Pour moi, Danone, pareil, c'est une société plutôt dividende, même si là, on avait fait une très belle hausse entre 2009 et 2019, avec la moyenne mobile 200 hebdo qui était vraiment en support dynamique. Elle est devenue après résistance dynamique. Là, on est repassé au-dessus. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, les zones 61, 72, 57 peuvent être des zones, je pense, intéressantes pour un investisseur long terme. Surtout quand on voit, on a eu la baisse du Covid, on a fait un long zigzag, un peu de range. On a cassé, donc un retour à 61, 62. Pour moi, à surveiller dans ma stratégie de Danone. On verra bien, il y a la moyenne mobile 50. Là, on est reparti vers le haut. Les résultats ont été plutôt bons et bien accueillis par le marché. Donc, plutôt confiant aussi au niveau de Danone pour l'avenir. Donc, on patiente tranquillement si on a un retour vers les 62 €. On continue. Alors, Ipsos, je pense, j'ai pas pris encore, mais je pense vraiment me renforcer sur le mois de mars. Pourquoi pourquoi j'ai pas repris des positions au mois de février? Parce qu'il y a beaucoup de sorties des résultats. Donc, pour une vision long terme, on se précipite pas 2 semaines, même un mois avant les résultats annuels, de recharger, parce que on verra après Nexity avec moins 20%. Voilà, ça a été vendu et catastrophique sur Nexity. Vous prenez Nexity même 2 semaines avant, et vous allez la prendre les moins 20%. Donc je pense qu'il faut patienter, se poser, réfléchir. Là, c'est pas du trading, c'est de l'investissement long terme. Donc par exemple, Ipsos, j'en avais pris au mois de novembre, j'en avais pris au mois d'avril. Il y a eu la forte hausse. Donc voilà, je me suis dit, c'est bien. On va attendre une baisse des zones. J'avais des zones par ici de polarité, sauf que ça n'a pas tenu. Forte chute, on est revenu au point de départ à 42. Là, une belle stabilisation à plat, comme je vous en parle souvent. Et là, cette semaine, on a cassé la résistance oblique baissière. On a cassé la zone de résistance horizontale grâce à ces résultats. Donc ça veut dire que déjà ces résultats ont été bien accueillis par le marché. Donc ça me donne déjà quelque chose d'intéressant. Je veux dire, Ipsos, personnellement j'y crois pour le long terme aussi. J'ai des signaux maintenant encourageants, donc je pense que je vais en reprendre. Alors bien évidemment, Ipsos peut-être dans 3 mois elle aura cassé, elle sera en dessous des 40 €. Mais là j'ai vraiment quelque chose d'intéressant sur Ipsos que je peux m'appuyer. Donc je pense je vais en reprendre au mois de mars si on tient les 46,50. Si la semaine prochaine on casse tout par le bas, on va encore peut-être réfléchir. Mais si on tient les 46,50, d'en prendre à 47, voilà, je pense je vais en reprendre. C'est mieux qu'à 67. Bien évidemment, il y en a qu'on a repris là. Il y a eu quand même une hausse de 10, mais moi ça me dérange pas. Je suis pas à 10% près sur une vision de 15 ans. Donc voilà, au niveau d'Ipsos, on a un signal technique très encourageant avec le passage des 46,50. Donc je pense en reprendre personnellement en ce mois de mars. On en reparlera bien évidemment début avril sur Ipsos. On continue avec LVMH. Alors LVMH, j'arrive pas trop à voir ce qu'elle veut faire. Des fois, elle fait des belles journées. Des fois, quand on se met en journalier, on voit, voilà, c'est des gaps. La île de retournement, on baisse, on remonte, on va chercher la résistance avec le gap, on revient, donc on ne sait pas trop. Là, on va être pris en tenaille entre le gap
ici d'île de retournement et le gap aussi ici. Donc on ne sait pas. On est un peu bloqué entre les 660 et les 720. On va voir par où elle sort. Pareil, LVMH, les résultats, je les trouve pas si mauvais que ça. Maintenant, la question sur le luxe, est-ce que sur LVMH, est-ce que c'était l'année de la baisse en 2024 et est-ce que 2025, on va vraiment repartir? C'est la question. Donc, pareil, je ne me précipite pas. J'attends. Si on revient à 260, une zone potentiellement intéressante parce que je pense aussi que cette année, je vais reprendre du LVMH parce que les résultats, comme je vous l'ai dit, je les trouve pas si mal. Donc ça me donne envie d'en reprendre. Maintenant, si on revient à 260, pourquoi pas. Après, j'ai 660 ou vers les 600, on verra bien. Il y a toujours le gros support oblique haussier. Là, c'est pareil. Je pense que c'est mieux d'en prendre vers les 700 euros que là-haut quand elle était à presque 900. Donc affaire à suivre. Après, techniquement, on a un croisement avec la croix de la mort M50 M200. Donc c'est jamais très positif. Mais on va avoir toutes les moyennes mobiles au même endroit. Donc c'est plutôt l'indécision sur LVMH depuis des semaines. Donc je patiente tranquillement aussi pour voir le CAC 40. Si le CAC 40 commence un peu à consolider, je pense qu'LVMH, c'est qu'elle consolidera. Vu le poids de LVMH dans le CAC. Affaire à suivre. Pour moi, un investisseur aussi long terme qui croit en LVMH, le prendre vers les 700 euros, ça me paraît pas déconnant. Si on prend à 700, si ça continue à la baisse, on a nos zones. Si on a 160, on pourrait réaccumuler à 160 et puis après on verra. Et à contrario, si on en prend 700, qu'elle repart à la hausse, après on essayera de reprendre si on casse, sur pullback, sur après une deuxième phase de baisse. Parce que si on regarde LVMH qu'on dézoome, ça fait un moment. On va se mettre en mensuel pour voir, parce qu'en mensuel, on voit très bien. Si on se met en mensuel, on voit vraiment LVMH, rouleau compresseur, avec des petits replis, mais vraiment une énorme hausse. Une énorme hausse, et on voit ici très clairement qu'on a eu la hausse de 2020-2022, et puis là, ça bouge pas trop. On est plutôt même sur une baisse. Ça bouge pas, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut revenir là, zigzaguer, on est sur des zones de prix de 2023, 2022, 2021. Donc, on n'est plus vraiment sur une vraie tendance haussière sur LVMH. Ça zigzague, on va voir combien de temps ça va zigzaguer. On la suit et on fera un point le mois prochain au niveau d'LVMH. On continue avec Michelin. Donc Michelin, plutôt pas mal les résultats. Ils n'ont pas été excellent, mais pas vendu par le marché. Et je pense, c'est pareil, secteur en grande difficulté, l'automobile. Après, c'est un équipementier, donc moins quand même valdingué que les constructeurs automobiles et que les autres équipementiers. Donc je pense Michelin, pareil, est-ce que c'est un bas de cycle et ça va repartir en 2025-2026? Je n'en sais rien. Après, techniquement, ce qu'on peut voir, c'est la zone des 30 euros, me paraît intéressante sur Michelin. Si on dézoome, les records sont à 38, on est à 34, revenir à 30. Ça me paraît peut-être intéressant de reprendre position. J'en avais pris aux alentours des 34 sur Michelin. Donc affaire à suivre. La moyenne mobile 200, on est repassé au-dessus. Voilà, on est un peu, j'ai pas envie de dire au milieu de nulle part. C'est plutôt positif, on a rebondi sur la 200, mais pour moi les zones 30 euros, ça me ferait vraiment réfléchir pour reprendre du Michelin. Donc affaire à suivre durant les prochaines semaines et on verra le mois prochain où elle en sera. On va passer maintenant à Nexity. Donc je vous ai parlé d'Ipsos et là je vais vous parler de Nexity avec un peu l'inverse. Donc Ipsos, on a vu qu'elle avait cassé sa zone, etc. Et je vous ai dit, faut pas se précipiter quand on a une entreprise. Là, Nexity, on avait l'oblique baissière. On a eu, après c'est pas encore fini, hein. On a eu la baisse, le point à 8,30 €. On a travaillé, on a cassé ici au mois de octobre. La grosse zone de polarité, on l'a cassée. Après, on est revenu un peu en dessous. On a flirté avec ces zones, à peu près 12 €. Donc,
c'était plutôt positif de tenir cette zone. Sauf qu'on savait qu'il y avait les résultats au mois de février. Donc le mois dernier qu'on s'est vu, je vous dis, Nexity, il y a du mieux. Mais on va patienter un mois. On n'est plus à un mois près quand on a fait une baisse de 60%, 80% par rapport, je ne sais pas, pour ma part, etc. Donc on va patienter. Les résultats, je les trouve pas catastrophiques. Il y a eu du désendettement. Le chiffre d'affaires est plus mauvais que prévu, donc sanctionné, moins 20% sur Nexity. Voilà. Maintenant, on va peut-être ajuster un peu. On va mettre un peu plus haut la zone de résistance. Parce que si dans les semaines à venir, on arrive déjà à aller invalider cette bougie de la semaine des résultats, ce sera déjà pas mal. Et puis le support à 8,30. Donc on va encore patienter. Moi personnellement, je crois en Nexity pour le long terme. Le secteur immobilier est très important en France. Je pense qu'elle va se relever, mais peut-être qu'il va falloir plus de temps. Je vous ai dit depuis un moment que je pense que 2025, ça va être une année de transition pour le secteur immobilier en France, donc Nexity, donc on va patienter. S'il ne faut pas en acheter en 2025, bon, on ne rachètera pas d'actions de Nexity en 2025, c'est pas très grave. Je laisse fond de portefeuille, j'ai pas que Nexity dans mon portefeuille. Maintenant, il y en a qui me disent Nexity, faut la mettre à la poubelle. Moi, c'est pas mon sentiment. Donc je reste dans ma stratégie. Maintenant, je ne fais pas n'importe quoi. Ça veut dire que je n'achète pas du Nexity tout azimut sur chaque baisse. On va attendre de construire. On va attendre des jours meilleurs sur l'immobilier en France et sur les résultats trimestriels de Nexity. Peut-être que quand on cassera les 17 €, et ben on aura une reprise de Nexity. Et ben on en reprendra. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On était à 40 € en 2022. Voilà, une énorme chute. J'avais commencé à très mal me comporter sur Nexity. Vous voyez, les droites verticales. Donc j'avais commencé en 2021. Immobilier, Nexity, j'ai pris. J'en ai repris en octobre. J'ai dit, oh, forte baisse. Pourquoi pas faire baisser mon PRU. Vous voyez, ça, je pense, c'est la mauvaise chose. Ici, encore, 2023, ça peut s'expliquer, on a eu un rebond, on s'est peut-être dit, bon bah 2023, ça va être une année de transition, 2023, 2024, les baisses des taux, etc. Et ça va repartir. Sauf qu'on a chuté, donc on va patienter. Voilà sur Nexity. Maintenant, la personne qui croit en Nexity, etc., qui commence son PEA il y a quelques mois ou même maintenant. À 10,62 €, je ne pense pas que ça soit déconnant, même s'il ne faut pas mettre tout son portefeuille sur Nexity, qu'il faut avoir une stratégie, avoir d'autres sociétés dans d'autres secteurs d'activité, mais à 10,62 €, même si j'attendrai de voir comment elle va digérer, mais on va dire entre 8,30 €, 10 €, voilà, ça ne me paraît pas déconnant. Après, on verra si on casse les 8,30 €, on verra s'il y a d'autres zones plus basses. Donc on va suivre Nexity. Pourquoi je vous avais mis cette zone, c'est que Nexity, jamais, si elle revient à 8,30, je ne payerai jamais Nexity, je pense à 8,30 parce que je préfère payer Nexity sur vraiment une reprise du courant acheteur que sur une baisse. Parce que je vous ai expliqué pourquoi. Acheter tous les supports sur une action comme Nexity, ça me paraît pas une bonne stratégie. Après, c'est que mon avis. Donc voilà sur Nexity. Pour conclure, on va patienter. Pour les personnes qui croient en Nexity, pourquoi pas avoir une toute petite position sur Nexity dans les semaines à venir et voir ce qui va se passer en 2025. Et on fera un point au début avril. On passe à Publicis. Donc Publicis, un peu en difficulté cette semaine. Si on se prend une ligne de clôture, ça fait depuis octobre 2022 qu'elle était au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdo. Et là, on a cassé. On voit très bien, c'est très clair. En ligne de clôture, on a vraiment cassé cette zone. Le support horizontal aussi. Donc maintenant, on va patienter sur Publicis. On voit très clairement la résistance.
là-haut les records. Donc on va tranquillement patienter. 87,06 c'est ma première zone potentiellement intéressante. Et puis après la moyenne mobile 200 hebdo sur Publicis. Donc on va patienter. Voilà, hein, depuis juin 2022 j'en avais pas repris. On a eu une forte hausse. Là il y avait une zone intéressante pour en reprendre. Mais j'en ai pas repris. Maintenant on va attendre 87. Ça me paraît une zone intéressante. Donc on verra si les retourne dans un futur proche, soit encore une baisse d'à peu près 9%. On verra ce qui se passe sur cette zone et pourquoi pas reprendre du Publicis. Affaire à suivre. On continue avec Ruby. Donc Ruby, on a les résultats mi-mars. Donc on va pas se précipiter, même si techniquement c'est pas mal ce qui se passe. On reprend les 26,10 €. C'est pas mal, même si on dézoome, on voit que c'est vraiment très neutre. On s'est stabilisé là, c'est pas mal. Là on a essayé vraiment d'exploser quand on a passé les 30, sauf qu'on est revenu dedans. Donc pas positif, mais on s'est arrêté à 22 €. Là on essaye de repartir, donc on va voir. On va voir sur Ruby les résultats, ce qui va se passer. Donc la zone potentiellement intéressante. En plus, on est au contact de la moyenne mobile 200. La 50 hebdo a croisé à la hausse avec la 200, même si les cours sont toujours en dessous. Mais c'est déjà un signal positif parce que quand elles avaient croisé à la baisse, c'était en mai 2020 et on a vu la forte baisse, forte chute sur Ruby. Donc affaire à suivre, on va voir les résultats, on va voir comment le marché arbitre ces résultats. Et pour ma part, on va laisser la suite. Et on verra le mois prochain, on refera un point technique. Si on est toujours au-dessus des 26 €, ça sera déjà plutôt positif court terme. Et on verra au cours de cette année si Ruby arrive par exemple à casser les 34 €. Et les personnes intéressées par la société, bien évidemment, attendez mi-mars pour voir ce qui va se passer. On continue avec Sanofi. Donc Sanofi, elle est collée sur cette résistance. On va ajuster vraiment pour voir en clôture hebdo. On est pile dessous ou dessus même. Donc voilà, donc Sanofi, une action que j'avais réaccumulée en 2024 ici. Donc pour moi, Sanofi, pareil, secteur de la santé, son dividende intéressant. Même la société, je la trouve intéressante. Donc pour moi, il faut la prendre sur ce support oblique haussier. C'est ce que j'adopte depuis un moment. J'en avais pris ici en 2021 vers les 81. C'est à peu près vers ces zones de prix entre 80 et 90. Ça me paraît intéressant pour reprendre du Sanofi. Donc j'ai mis la zone technique de polarité qui est très belle. On voit très bien résistance, support, etc. vers les 95. Et un peu plus bas, le support oblique haussier, voire la zone un peu aussi de polarité vers les 83. Donc affaire à suivre sur Sanofi. Pour le moment, on est sous la résistance. Donc, on va patienter pour un repli, peut-être cette année, et réaccumuler du Sanofi. On continue avec Schneider. Donc, Schneider, pas mal de volatilité ces temps-ci entre l'IA, etc. Les résultats qui ont été plutôt pas mal, mais un peu vendu, on sait pas trop. Donc on voit ça zigzag, on a des grandes bougies rouges, vertes, on sait pas, on peut mettre la résistance ici, je sais pas trop où mettre. On va mettre comme ça. De toute façon, moi, Schneider, j'y crois pour l'avenir. Maintenant, j'attends un repli un peu plus prononcé, peut-être les 218. On a aussi la moyenne mobile 200 hebdomadaire qui est très très belle sur Schneider. Depuis 2020, on voit support dynamique, 2022, 2023, donc peut-être 2025, soit aux alentours des 200 €, je pense. Donc on va patienter, première zone vers les 218. Déjà, en ce moment, on est sur la moyenne mobile 50 hebdo, donc on va voir. On verra le mois prochain si elle aura cassé cette moyenne mobile 50 ou pas. Parce que dernièrement, on s'y approchait en juillet 2024. On a rebondi, on est reparti faire des nouveaux records. Donc affaire à suivre sur Schneider. Sur cette zone de prix à 233, elle ne m'intéresse pas trop. En plus, on a une zone ici. Voilà, ouais. Zone de polarité, résistance, support. On est pile sur une zone technique plutôt court terme. On va avoir 218, mais 200 €, beaucoup plus intéressante au niveau de Schneider. Donc, affaire à suivre
pour le mois prochain. On se donne rendez-vous. Le RSI aussi commence un peu il y a quelques signaux de faiblesse sur Schneider. Donc, affaire à suivre. On continue avec Score. Score, elle continue sa hausse, donc positif. Score, c'est pareil, quand on dézoome, pour moi, vers les 20 euros. La dernière fois, j'en avais acheté vers les 18, je crois, 18 euros, 17 au mois en 2022. Après, Score, faut quand même se rappeler qu'avant le crash du Covid, elle était à 37. Donc elle a fait quand même de longs mois en dessous des plus bas du crash du Covid, ici, en 2022. On est parti, là on est à 26. Donc on va voir les résultats début mars aussi, voir ce qui va se passer au niveau des résultats. Mais si on voit, 26, si on dézoome, avant le Covid, on était à 40 euros. Donc est-ce qu'elle va revenir dans un futur proche, dans peut-être 2 ans, vers les 40 euros? Je n'en sais rien. Après, c'est une assurance. Donc affaire à suivre. J'ai cette zone technique, j'ai ici. On peut accumuler aussi pour le rendement sur dividende. Pour ma part, on va attendre les résultats, voir les annonces, les perspectives, combien sera le dividende, etc. Début mars. Et on avisera ensuite au niveau de Score. On continue avec Steph. Donc Steph aussi très belle entreprise que j'apprécie particulièrement. Maintenant, techniquement, on voit déjà que la moyenne mobile 50 hebdo joue son rôle toujours de support dynamique. J'attendrai peut-être une zone vers les 125, voire 115, voire 114. On voit que si on dézoome, on a un gros support oblique haussier. On a la moyenne mobile 200 où des fois on passe en dessous, au-dessus. Donc un retour vers les 114, ça me paraît très intéressant pour Steph. On n'en est pas encore là, mais bon, peut-être 125 déjà. Première zone à réfléchir. On voit que depuis des semaines, c'est plutôt neutre. Ici, on est revenu sur des prix, par exemple, de mars 2024. Donc on n'a pas vraiment bougé, même si on a fait un plus bas, un plus haut. Mais là, on pourrait encore faire du zigzag. Déjà, on va voir la moyenne mobile 50, si le mois prochain, elle aura cédé ou pas au niveau de Steph. Donc, je garde en portefeuille tranquillement et j'attends un repli un peu plus prononcé pour pourquoi pas me renforcer. On continue avec Thales. Thales, j'en avais aussi repris. Les 2 seules sociétés que j'ai repris en 2024, c'est Sanofi et Thales. Et pour le moment, c'est pas mal parce que Sanofi, j'avais pris sur le support oblique haussier et les sous-résistances. Et Thales, j'avais pris sur un peu cette zone vers les 140. Revenu vers, pour moi c'était vers les 133, je me suis dit peut-être qu'elle va repartir avec la géopolitique, etc. Donc j'avais repris, elle était revenue ici, donc la zone parfaite était début janvier à 133, et puis après elle a explosé à la hausse. Donc maintenant on va attendre, j'en avais pris il n'y a pas si longtemps que ça, donc maintenant du Thales j'en ai pas mal, on va patienter, on peut ajuster les zones à peu près ici. On va voir première zone, même si je pense que c'est pareil. Il y aura une rotation. Là, c'est l'armement qui performe bien. Donc, quand ça va être un peu délaissé, on va revenir. Comme ça a été un peu le cas ici en 2024 sur ce canal. On est revenu tranquillement vers les 133, qui étaient des prix de 2023, voire de 2022. Donc, ça va revenir aussi. Donc, il faut patienter sur Thales. Si on croit en Thales, c'est pas le moment de se précipiter à 191 euros pour une vision long terme. Elle va y revenir. Elle reviendra dans quelques mois, je pense, vers les 150. Donc, on va patienter tranquillement pour ma part, même si, comme je vous l'ai dit, j'en ai pris il n'y a pas si longtemps. Donc, on va laisser tranquillement fond de portefeuille, voir les résultats, les perspectives la semaine prochaine. Et puis, on garde au chaud Thales. On continue. Total Energy, donc action que j'ai repris pour cette année 2025, la seule, parce que j'avais pris que Total début janvier. Et comme je vous l'ai dit, au mois de février, avec les résultats et tout, j'ai préféré attendre gentiment la suite. Donc Total repris début janvier sur la zone, sur la moyenne mobile 200 hebdo vers les 55 euros. Donc depuis, elle est remontée vers sa résistance des 58, 59 euros. On pourrait revenir vers les 55. Ça zigzag. Il y a du mieux parce qu'on a un croisement M10, M20 à la hausse.
contrairement qu'en juillet 2024, on était passé à la baisse. Donc voilà, pareil, d'acheter du Total Energy vers les 57. Ça me paraît pas déconnant. Voilà, moi j'en ai pris à 55. Donc après, c'est à vous de voir qu'on était à 70. Voilà, je vous avais parlé de ce canal haussier. On l'a cassé. Il y a eu quand même une forte baisse hein, sur les plus hauts jusqu'à là, 25%. Donc c'est quand même pas rien pour Total Energy. Donc j'ai décidé d'en reprendre. Voilà, la société, pareil, j'adore Total Energy, son versement de dividendes trimestriels. Je pense pour l'avenir, très grosse boîte. Donc affaire à suivre. Les zones que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Bon bah si on retourne encore à 51, on va peut-être zigzaguer. On a vu le pétrole qui est pas non plus flamboyant, donc on verra au niveau de Total Energy. On en reparlera le mois prochain. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, pas mal. M'intéresse aussi pour en reprendre. Un peu comme Ipsos, si je devais vous en parler, vous dire les deux entreprises que je surveille de très près pour, je pense, en reprendre au mois de mars, c'est Ipsos et peut-être Vinci. Pourquoi Vinci? Parce que déjà, le canal haussier est très bien respecté. On a cassé l'oblique baissière. On n'est pas sur les plus hauts. Et je pense que le contexte avec les résultats qui ont été plutôt très bons, c'est une belle entreprise. Et je pense aussi à l'après-guerre en Ukraine et il y aura beaucoup d'entreprises qui vont travailler pour la reconstruction et je pense que Vinci qui est exposé à l'international, ça peut être intéressant pour elle. Donc j'y pense déjà et je pense de prendre du Vinci à 110 €, ça me paraît pas déconnant pour une optique long terme. 110 € c'était des prix de septembre 2024, c'était des prix de mai 2023 et c'était presque les plus hauts d'avant le crash du Covid en 2020. Donc on verra, si elle rebaisse un peu, pourquoi pas. Voilà, la zone technique clé avec la polarité très belle, la moyenne mobile 200, le bas de canal est à 100 €. Voilà, ça fait 10%. C'est pas non plus extraordinaire pour une vision long terme. Donc voilà ce tour d'horizon de toutes mes sociétés dites long terme à dividendes. Il y a du bon, il y a du moins bon. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait des résultats de ces entreprises. On verra la suite et on se donne rendez-vous dans un mois pour refaire un point sur mon portefeuille de chez Bourse Direct. Donc voilà, un retour sur le portefeuille. On verra comment ça va se dérouler ce mois de mars et on fera un point début avril. Et on va finir avec mon petit tableau des dividendes perçus pour cette année 2025. Donc février, aucune société m'a versé un dividende. Donc on reste sur les 6,32 € de Total Energy du mois de janvier. On verra le mois prochain. Je crois que pareil au mois de mars, il n'y a aucune société. Après, ça va s'accélérer avril, mai, juin au niveau des versements de dividendes. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce bilan mensuel de mon PEA long terme à dividende de chez Bourse Direct en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera début de semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan de mes trades court terme. Allez, bye!